Dans nos projets, on s'est concentré sur les milieux humides pour différentes raisons, parce que, premièrement, ils jouent un rôle fondamental dans la régulation du climat en séquestrant le carbone, mais aussi ce sont des écosystèmes particulièrement riches en biodiversité puis qui rendent beaucoup de services à la société. Une première question qui se pose en conservation, c'est la question des cibles. Quelle superficie est-ce qu'on devrait protéger? Donc, on a posé cette question-là spécifiquement sur les milieux humides dans la ville de Québec, dans un contexte de changement climatique. Les modélisations hydroclimatiques, ce qui montre qu'il va surtout y avoir des sécheresses dans le futur dans la région et que pour contrer cet effet des changements climatiques, il faudrait doubler les superficies de milieux humides, voire tripler les superficies dans certains bassins versants. Le nouveau cadre de la biodiversité qui a été adopté à Montréal l'an dernier à la COP15, il cible maintenant 30 % de restauration des milieux dégradés. Et déjà, cette cible-là semble très ambitieuse et ça semble être un défi assez majeur pour nos décideurs, mais ce que nos résultats mettent en lumière, c'est qu'il va peut-être falloir même aller un peu plus loin. Et puis, c'est pas seulement notre étude qui le montre, il y en a d'autres. Dans certaines régions, les besoins vont être encore plus importants. Et puis, ce que ça met aussi en lumière, nos résultats, c'est que l'objectif de zéro perte nette de milieux humides, qui est actuellement visé par le gouvernement au Québec, via un mécanisme de compensation de la destruction des milieux humides avec la restauration, de la création d'autres milieux humides. Eh bien, ce mécanisme, en fait, n'est pas suffisant. Si on fait simplement maintenir les superficies ou les fonctions de milieux humides, eh bien, face au changement climatique, ce qu'on a besoin, c'est plutôt un gain net en superficie via de la restauration. Il y a des milieux naturels qui sont plus riches en biodiversité, qui peuvent offrir plus de services écologiques à la société, donc qui pourraient être priorisés pour la conservation et la restauration. Mais à cette question s'ajoute celle de comment est-ce qu'on priorise pour que ce soit équitable socialement. Donc, dans un autre projet de recherche, on a vraiment cherché à inclure le besoin des citoyens au centre même de notre approche de priorisation dans un outil d'aide à la décision pour la ville. Donc, on a pris en compte un indice de vulnérabilité de la population face aux inondations, mais aussi aux îlots de chaleur. Et puis, en faisant ça, dans notre méthode de priorisation, on a vraiment réussi à allouer les ressources de conservation, dans notre modélisation, j'entends bien, de façon beaucoup plus équitable au sein d'un territoire. Ce que ça dit aussi ici un peu, c'est que la conservation a un rôle vraiment important face à la crise des inégalités, qui est en croissance d'ailleurs. Et puis, la conservation peut venir jouer un rôle pour l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations unies. Donc, par exemple, la lutte au changement climatique, l'accès à l'eau propre pour tous, mais aussi du côté social. C'est sûr qu'il y a plusieurs partenaires qui ont été impliqués, que ce soit du côté hydroclimatique avec les projections climatiques, les modèles hydrologiques, le côté des indices de vulnérabilité, la priorisation spatiale. Donc, il y a beaucoup de partenaires chercheurs, mais aussi avec le milieu municipal, des entités comme Ouranos qui sont venus fournir des données. Donc, c'est toute une diversité d'acteurs qui ont contribué aux quelques projets que j'ai évoqués.